Hey, salut tout le monde, ça va? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau sujet. Ce sujet, c'est Call of Duty World at War. Alors à l'époque, ce jeu-là, franchement, il faisait vraiment rêver. Cette ambiance sombre, dark, gothique, c'était vraiment incroyable. Le bruit des armes était vraiment oufissime. Quand on pense au Springfield, ce magnifique sniper, on le prenait, et écoutez-moi ce bruit de hitmarker. Je ne sais pas si vous qui me regardez ou qui m'écoutez, vous l'avez connu, mais allez l'acheter si vous pouvez. Et pour ceux qui connaissent ce bruit, à mon avis, vous voyez très bien de quoi je parle. Rien pour ça, moi franchement, ça me faisait plaisir d'y jouer, et même à l'heure d'aujourd'hui, je me refais de temps en temps des petites parties, je me lance Call of War, et même s'il n'y a pas grand monde dessus, on peut trouver des parties. Alors oui, il y a encore un peu des hackers, mais ça s'est beaucoup calmé. Ça s'est beaucoup calmé parce que il y a encore quelques années de ça, tu pouvais même pas lancer une partie, tu avais tout de suite 1 milliard de hackers, des gars qui flinguaient les parties, il y en avait, ils étaient carrément dans le ciel, c'était du grand n'importe quoi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, alors je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas forcément plus de monde en plus sur le jeu. Et donc en tout cas ça fait très plaisir, et puis ben vous pouvez trouver du monde aussi bien sur PS3 que j'imagine sur Xbox avec la rétrocompatibilité. Mais s'agissant de la PS3, on doit être environ, peut-être des fois on est même simplement une trentaine de joueurs, mais ça suffit pour lancer des games. Et je vous parle même pas du mode zombie qui lui, même si j'ai beaucoup moins joué, mais le peu que j'ai vu des gameplays même sur internet où j'ai joué moi-même, vraiment magnifique. La base du mode zombie, j'ai envie de dire vraiment la base. Avec la map donc Natch der Untoten. Et cette ambiance vraiment encore une fois très sombre, des musiques et des sons qui vous plongent dans l'atmosphère et je trouve qu'ils sont un peu comme inégalés parce que même si aujourd'hui c'est très bien, moi je trouve qu'à l'époque on soignait vraiment aussi ce côté-là, ambiance, et ça faisait vraiment une belle différence. Donc pour ce qui est du mode zombie, moi je trouve que même tout seul on peut s'amuser, on peut faire des parties, mais je pense qu'il y a quand même en plus du monde pour jouer en ligne avec vous. Donc faut savoir en plus que ce Call of Duty World at War, à l'époque il était vraiment... personnellement je suis limite passé un peu à côté, mais je pense que c'est pas que seulement moi, c'est-à-dire que l'année qui précédait, en 2007-2008, les gens, donc moi j'étais au lycée à cette époque-là, les gens avaient tellement kiffé Call of Duty 4, avaient tellement kiffé ce jeu que en fait il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas vraiment plus que ça de monde qui parle. Et ça se comprend facilement parce que Call of Duty 4 était vraiment une révolution, des graphismes vraiment magnifiques. C'était le premier jeu à atteindre ce niveau de graphisme. Même si y a des jeux sur Xbox 360 qui étaient très beaux aussi quand même pour l'époque, mais là vraiment on passait dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension. Et, et donc on avait eu beaucoup de jeux, même quasiment que ça, entre les Medal of Honor et les 3 premiers Call of, sur le thème de la guerre mondiale, que ce soit la première ou la deuxième, plus la deuxième je pense d'ailleurs. Et donc quand on arrive avec ce nouveau Call of Duty 4 Modern Warfare, alors là ça fait vraiment très très mal. Même à l'heure d'aujourd'hui le jeu reste magnifique, qui plus est sur Xbox 360. Sur 360, je l'ai repris il n'y a pas longtemps, et le jeu est vraiment mais, magnifique. Et donc voilà, c'est pourquoi World at War était un peu passé inaperçu. Alors après, je peux me tromper, peut-être que certains me diront non, moi j'y ai joué, j'ai vraiment kiffé et tout, mais je pense que c'était pas une grande majorité en tout cas. Et ce Call of Duty 4,
Bah, pour vous dire, par exemple, le mode multijoueur était tellement incroyable que j'ai même pas joué. Non, le mode campagne était tellement incroyable que je n'ai même pas touché au multi. Parce que c'était déjà tellement incroyable de voir. Par exemple, vous preniez ne serait-ce qu'un pistolet ou peu importe l'arme, vous tiriez avec le fusil à pompe aussi. Et les effets. Le réalisme était tellement. Même encore aujourd'hui, ça reste vraiment beau et c'était les premières fois où vraiment on avait cette sensation d'immersion. Et rien que pour ça, moi je prenais énormément de plaisir à faire simplement le mode campagne. Et pareil, les effets de lumière, je sais pas, par exemple le soleil qui se reflétait sur les textures, l'ambiance au niveau sonore avec euh, ce contexte un peu de guerre moderne dans le Moyen-Orient, si je me trompe pas. Et puis bon, à l'époque, c'était en plus un peu. On était en plein dans l'actualité, si je peux dire, avec un conflit entre d'un côté tout ce qui est États-Unis, de l'autre tout ce qui est, on va dire, oui, je pense qu'on peut dire Moyen-Orient. Tout ça, ça rajoutait un peu à l'ambiance du jeu. Qu'est-ce qui était bien encore? Par rapport au mode multijoueur, je sais que. Alors, ça, c'était dans les années après quand j'y ai touché, mais j'ai adoré le mode. Le sniper M40A3 et le sniper R700. Deux snipers vraiment magnifiques. Euh, avec un son incroyable. Le R700, tout de noir vêtu, j'ai envie de dire. Et le M40 avec ce bois, il était fait quasiment uniquement de bois, oui, d'un bois en fait. Enfin, ouais, c'est ça, je pense que c'est un peu un mélange de modernité et d'ancienneté parce que le bois leur était beau, il était bien lisse, bien net. Et la lunette de visée, si en plus vous mettiez celle ACOG, lunette à cog, elle avait un style vraiment unique qu'on n'a jamais retrouvé par la suite, avec un zoom assez important quand même, mais pas non plus un zoom pour dire que c'est une lunette de sniper classique. Et ce qui était encore une fois très beau, c'est un détail, mais c'était les reflets de lumière un peu orangés comme ça. Je pense que pour ceux qui voient de quoi je parle, mon avis, ils ont dû aussi apprécier, et même encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça fait limite rêver. Et, euh, et puis bon, tout ce qui allait avec le bruit des hitmarkers, le plus 10 qui popait comme ça à l'écran, qui s'affichait quand on faisait un kill. Vraiment un jeu vraiment exceptionnel, la musique, les musiques de manière générale, mais je pense principalement aussi à la musique du mode du menu du mode multijoueur, une musique vraiment mythique qui même encore aujourd'hui ça fait plaisir de l'entendre. Et ouais, vraiment quand on pense à ce genre de jeu, on se dit que bah voilà, les années ont passé, mais finalement c'est comme si on était resté un peu à cette époque, enfin c'est comme si ça n'avait pas vieilli, et ça franchement c'est rien que pour ça c'est un kiff. Je pense aussi, puisqu'on parle des armes qui ont fait rêver à cette époque, j'aurais aussi envie de parler du Desert Eagle. Le Desert Eagle, on va dire avec un coloris argenté, si je me trompe pas. Même s'il était aussi en or, on pouvait le débloquer en or, il me semble. Et pareil, cette arme-là était vraiment super top. Parce que notamment, elle était très puissante. Et cette puissance
faisait que vous pouviez faire un kill en deux balles. En deux balles, en deux coups, vous pouviez avoir l'ennemi, quelle que soit la distance qui vous séparait de lui. Et alors certes, c'était pas facile, mais c'était aussi ce qui faisait le charme de ce genre d'arme. Et il me semble, enfin j'en suis même sûr, si vous faisiez un tir dans la tête, alors si vous étiez très loin, je serais moins sûr, mais normalement c'était un headshot et c'était le kill en un seul coup, ce qui est quand même vachement beau, je trouve, pour une arme qui est simplement un pistolet, une arme secondaire, une arme de poing, on pourrait dire aussi. Donc ouais, Desert Eagle vraiment très très beau. Et puis encore une fois, comme c'était un contexte de guerre moderne, c'était les premières fois où on avait des armes telles que de Desert Eagle, hein, si je me trompe pas. En tout cas, si on parle de jeux comme Call of Duty, c'était une première. Donc voilà, ça c'était pour ce qui est donc de Call of Duty 4 et de World at War. Oui, je voulais aussi dire que à l'époque, la PS3 était... Bon, évidemment, la 3.6 était sortie un peu plus tôt, mais en ce qui concerne la PS3, elle était pas donnée. Elle était à 600 euros. Alors certes, on avait en plus deux jeux, et puis après, on devait avoir deux manettes. Enfin, je dis après parce qu'au départ, je crois même pas que c'était le cas. Et que pour booster un minimum les ventes, ils avaient fait ça. Mais en fin de compte, c'était une console qui était tellement chère, et surtout pour les... Enfin, même encore aujourd'hui, ce serait trop cher, mais à l'époque, c'était la première fois qu'on atteignait un tel prix. Et donc, très peu de gens finalement la possédaient à l'année de sa sortie et même les 2 premières années. Et donc, c'était la PlayStation 3 qu'on appelait la FAT, qui par ailleurs, je trouve, a un design très joli, avec un noir mat très reconnaissable, et qui donnait une patte à cette console vraiment très très jolie. Et ses dimensions assez imposantes comme ça étaient aussi... elle faisait vraiment plaisir, quoi. C'était vraiment... t'avais vraiment l'impression d'avoir un objet entre tes mains qui te faisait rêver, quoi, tout simplement. C'était vraiment, pour moi, la console, quoi. Et, et du coup, comme pas beaucoup de monde l'avait, je pense que, logiquement, Code 4, bien que énorme pour son époque et même encore après, n'a pas dû être non plus joué par tant de monde que ça. Alors quand même plusieurs millions, bien sûr, mais il aurait encore plus explosé si les gens avaient plus de PlayStation. Après, certes, il y avait la Xbox, mais bon, la Xbox, je ne sais pas si autant de monde que ça l'avait non plus dans les premières années. Et puis en plus de ça, beaucoup de gens sont restés sur PS2, qui était encore très bien pour l'époque, avec des jeux tels que PES6, qui était sorti en fin de vie de cette console, et God of War, le deuxième du nom, à vérifier, mais je crois que c'est ça, vers 2007 voire 2008, en sachant qu'elle était sortie longtemps avant, elle était vraiment sur la fin de son parcours, on va dire 2000 voire 2001. Et donc en fait beaucoup de monde était encore sur PlayStation 2, même si aujourd'hui on a oublié et qu'on se dit ouais, la PS2 on a l'impression que ça n'a peut-être même pas existé presque limite. Mais en fait même encore au début de la PS3, c'était une console encore très populaire et très jouée. Et, et à juste titre, hein, parce que des titres, c'est le cas de lire, tels que ceux que j'ai cités, vraiment, on comprend pourquoi les gens étaient restés encore sur cette magnifique console, vendue à plus de 100 millions d'exemplaires d'ailleurs. Mais ça pourrait faire l'objet d'un tout autre sujet. Et donc voilà, la PS3, très belle console avec des manettes sans fil. Des manettes sans fil, c'était la première fois d'ailleurs. Et ce magnifique petit bouton au milieu
PlayStation, j'allais dire PS Store, mais non, on va dire touche PS, quoi, touche Play, hein, à vérifier, quoi, mais à partir de laquelle on pouvait allumer sa console, alors qu'avant, bah, c'est qu'un détail, vous me direz, mais bon, on l'allumait en appuyant sur un bouton sur la console elle-même, et c'était vraiment très agréable et appréciable de pouvoir allumer sa console depuis son fauteuil à distance. Encore une fois, quand c'est une première comme ça, que c'est la première fois que ça existe, bah, c'est des sensations nouvelles et c'est toujours appréciable. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur cette période des années 2007, 2008, 2009. Et tout ça était donc un petit peu avant que MW2 n'arrive, qui a lui aussi, encore une fois, révolutionné les Call of Duty, le jeu vidéo. Et puis bon, on pouvait juste préciser aussi qu'en 2007, il y a eu ce magnifique PES 2008 qui est sorti. Et à l'époque, un petit peu boudé parce que on était habitué à des PES sur PlayStation 2, très dynamiques. C'était vraiment, on avait connu que ça et en fait c'était, je pense qu'aujourd'hui si on retourne sur des jeux tels que PES 2008 ou 2009, je pense qu'on peut apprécier beaucoup plus parce que on a été habitué ensuite au FIFA des années 2010 et du coup je trouve que ces deux PES 2009 et 2008 sont un parfait mélange de ce qu'on avait sur PS2 par le dynamisme vraiment très accentué, très fort pour un jeu de foot, et en même temps on a aussi la patte un petit peu des jeux de foot qu'on a eu sur PS3 ensuite, avec ce côté avec ces graphismes magnifiques et un peu plus, peut-être qui donnent un peu plus de lenteur au jeu, et c'est ce qui a déplu un peu à l'époque je pense. Mais voilà, un jeu qui, moi j'y ai rejoué un peu après, enfin des années après, et j'ai vraiment apprécié, alors qu'à l'époque j'avais moi-même, je trouvais ça un peu trop lent, et en fin de compte, non, le jeu est vraiment très rapide, mais c'est sûr qu'à comparer à des PES 6, PES 5 et tous ceux qui ont précédé, sur PlayStation 2, bah là c'est sûr que ça peut pas être aussi rapide. Mais on peut vraiment y prendre goût et une fois qu'on y arrive, bah, on kiffe, tout simplement. Ouais, et puis en plus des graphismes à l'époque, pareil comme pour les Call of Duty, des graphismes vraiment révolutionnaires, avec des effets de lumière, des effets de texture, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui étaient vraiment très 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 beaux. On reconnaissait vraiment les joueurs, l'ambiance était très sympa aussi, des animations magnifiques. Et puis en plus une époque où les joueurs étaient... il y avait encore beaucoup de joueurs qui ont marqué un peu l'histoire du foot. On était même un peu à l'apogée de tout ça. Un an avant, il y avait encore Zidane qui jouait. Les maillots, il y avait par exemple le maillot de la Coupe du Monde 2006. Tous les maillots de la Coupe du Monde 2006 étaient représentés, puisque ces maillots-là étaient sortis en fin d'année pour la Coupe du Monde, mais euh, étaient donc du coup aussi présents, enfin étaient les maillots pour les 2 années à venir. Et ce qui fait que en fait, quand on joue à PES 2008, on a donc ces magnifiques maillots, notamment le maillot de la France, maillot extérieur pour la finale. Par exemple, si vous faites France-Italie, vous pouvez avoir les mêmes maillots que la finale de 2006, et en plus ils sont représentés à la perfection avec les sponsors, tout ce qui va bien. Et donc du coup ces maillots-là, très très beaux maillots. On a aussi des maillots tels que les maillots du Barça, avec en plus, puisqu'on parle du Barça, on a ça fait rêver quand vous voyez la ligne d'attaque, à gauche Ronaldinho,
encore à son apogée. Devant, en numéro 9, Samuel Eto'o, et à droite, Lionel Messi, qui, en 2007, joue pour la première fois titulaire, puisqu'avant c'était Ludovic Giuly, et qui est déjà monstrueux sur son côté, très rapide, très vif, avec son pied, sa patte gauche. Enfin, je veux dire, vous prenez cette équipe-là, même encore en 2020-25, quoi, vous allez vraiment adorer. Et franchement, moi, je trouve ça vraiment génial de jouer avec ces joueurs. Ronaldinho, très vif, très percutant. Eto'o, très puissant, très rapide, un tir très millimétré. Et puis derrière, même à droite, en arrière droit, Zambrotta, ou arrière gauche. Non, je ne sais plus si c'est en arrière gauche ou droit, mais vraiment un joueur magnifique. Non, je crois qu'il est arrière droit. Et à droite, on doit avoir. Alors dans l'axe, c'était Carles Puyol. Je ne sais plus, mais à droite, qui on a là, Barça. Pourtant, c'est des joueurs tellement mythiques qu'on les. Ouais, faudrait revoir. Mais pareil au milieu, un joueur comme Deco, vraiment exceptionnel. Xavi qui était là aussi. Enfin, voilà, vraiment. Et puis à Manchester, on a notamment United. On a des Cristiano Ronaldo qui est sur la jaquette du jeu, qui est, mais j'ai envie de dire une expression, mais qui est limite cheaté, mais en fait c'est même pas le cas, c'est simplement qu'il était tellement. Enfin, ça le représentait, mais quand vous le preniez, il était tellement fort dans le jeu que c'était limite trop, parce que vous le preniez, et c'est comme si vous aviez entre les mains un pétard qui va exploser à tout moment, il allait trop vite, quoi, trop vite, et c'était même presque difficile à arriver à faire quelque chose avec, parce que ouais, vraiment, vous preniez, vous remontiez le terrain en 2 secondes, les autres joueurs, ils étaient même pas encore là, vous faisiez un tir, ils mettaient des mines à chaque fois, ça partait, fallait vraiment être précis parce que, ah ouais, c'est vraiment la puissance même. Et on avait aussi du Wayne Rooney, un joueur très complet, très fort. Euh, on avait Carlos Tevez, sur le bord des remplaçants, on avait Nani. À gauche, vous aviez aussi Ryan Giggs, avec son pied gauche encore très fort. Vous aviez du Louisa sur le banc. Au milieu de terrain, les joueurs, ça ne manquait pas de très bons joueurs. Même des remplaçants tels que Fletcher, Anderson, en titulaire Paul Scholes. Vraiment des joueurs mythiques, quoi. Et en défense, dans l'axe, quand on dit ne serait-ce que Rio Ferdinand et Vidic, enfin, je veux dire, c'est les défenseurs rêvés, quoi. Des blocs de ciment comme ça, impossible à passer. Qui est en plus très technique par ailleurs. Et puis, sur les côtés, vous aviez le choix, Gary Neville, Patrice Evra, enfin, et Van der Sar en goal, quoi. Donc vraiment super, quoi. Voilà. Une époque qui a fait rêver.